On a tous déjà fait ça. Repenser à une décision passée et se dire « si seulement j'avais su, j'aurais fait autrement. Si seulement j'avais pris un autre train, répondu autrement, appelé plus tôt ou pas du tout. » Le temps, dans ces moments-là, ressemble à une porte qui s'est refermée trop vite. Une porte qu'on regarde de loin en se demandant ce qui se serait passé, si on avait pu revenir juste un peu en arrière. Mais imaginons que ce soit possible. Pas dans un film, ni dans un roman, mais pour de vrai. Imaginons qu'on puisse modifier le passé. Corriger une erreur, empêcher un événement, changer une cause. La question n'est pas comment on ferait. La vraie question c'est qu'est-ce que ça ferait au monde? Parce qu'à partir de là, tout commence à se dérégler. Si le passé change, le présent change aussi. Et si le présent change, qu'est-ce qu'il reste du futur qui t'a donné envie de revenir en arrière? C'est là que surgissent les paradoxes temporels. Des situations impossibles, en apparence absurdes, où le temps se mord la queue, où une action empêche sa propre existence, où une information apparaît sans jamais avoir été créée. Ces paradoxes fascinent les physiciens, hantent les philosophes et nourrissent notre imaginaire collectif depuis des décennies. Mais surtout, ils pointent un problème bien plus profond. Et si notre vision du temps était complètement fausse? Et si le passé, le présent et le futur n'étaient pas aussi bien séparés qu'on le croit? Et si le temps n'était pas ce fleuve tranquille, mais un paysage beaucoup plus étrange, plein de boucles, de failles et de contradictions? Aujourd'hui, on va suivre ces paradoxes, les démonter un par un, voir où ils viennent, comment ils se forment, et voir ce qu'ils nous apprennent, non seulement sur le temps, sur l'espace, mais aussi sur les limites mêmes de notre compréhension. Alors préparez-vous à vous tordre l'esprit, puisqu'on va plonger dans les mystères du temps. Mais avant ça, je vais vous lire un petit commentaire que j'ai reçu dernièrement. Salut, tes vidéos sont toujours aussi intéressantes et super bien montées, j'adore le rythme, les séquences, le côté storytelling, c'est vraiment un pur plaisir. Déjà pour ça, merci beaucoup. Par contre, je sais pas si c'est récent, car je ne m'en étais pas rendu compte, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de pubs et ça casse le rythme. Déjà, merci beaucoup pour ton commentaire, et j'adore parce que en fait, t'es pas insultant, c'est juste une critique et qui est constructive. Alors faut savoir que les vidéos que vous regardez sont gratuites. Quand vous allez voir un film au cinéma, vous payez. Quand vous allez louer un film sur des sites, vous payez. Ou alors sur Netflix, vous payez un abonnement. Alors que sur YouTube, le contenu est accessible gratuitement. Mais en contrepartie, il y a des publicités et c'est grâce à ces publicités que moi je peux vivre. Jusqu'ici, on est bon, je pense que vous le saviez déjà. Deuxième point, et ça la plupart des gens ne le savent pas, mais je contrôle pas totalement les publicités qu'il y a sur mes vidéos. En fait, moi je vais mettre les pubs de manière automatique, donc c'est YouTube qui va directement les mettre. Je vais pas contrôler le truc. Et en plus de ça, il y a certaines personnes qui vont avoir plus de pubs que d'autres. Par exemple, là dans le commentaire, la personne me dit qu'il y a des pubs toutes les 6 minutes. Je pense que c'est la version la plus extrême. Mais il y en a d'autres qui vont avoir genre 2 pubs sur les 1 heure. Alors cette différence, je saurais pas l'expliquer, je sais que c'est le cas. Je pense que c'est par rapport à la consommation que vous avez de YouTube, des publicités de manière générale, ou je sais pas. Mais il y a ce truc-là en fait. Troisième point, j'en ai parlé déjà dans mes vidéos, mais j'ai une très grosse équipe qui travaille derrière. Pour vous dire, dans l'équipe, il y a une journaliste, il y a 4 personnes à la rédaction, donc qui écrivent, qui font les recherches. Il y a 2 voire 3 monteurs, ça dépend des fois. Donc ça c'est juste pour la chaîne YouTube, mais il y a aussi pour mon application Sirius, où là il y a un développeur, une personne qui gère le design et une personne en programmation. Et donc en fait, s'il y a souvent beaucoup de publicité sur les vidéos, c'est pour ça. C'est pour que la chaîne YouTube vive, pour que je puisse payer mes équipes derrière et que la chaîne puisse progresser en fait. Dites-vous que moi, personnellement, je ne tire aucun bénéfice. Je réinvestis tout dans la chaîne YouTube, tout dans les projets comme Sirius, donc l'application. En fait, s'il n'y avait pas tout ça, je pourrais pas faire ce que je fais, je pourrais pas continuer avec ce rythme-là, avec des vidéos aussi longues, etc. Et vous pourriez pas, si vous aimez mon contenu, vous pourriez pas en profiter autant, quoi. Donc voilà, mais en même temps, je comprends beaucoup la frustration que certaines personnes peuvent avoir. Malheureusement, c'est ça aussi le monde de YouTube. Et sur ce, n'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires des vidéos à chaque fois qu'elle est sortie il y a moins de 24 heures. Et sur ce, on est parti. Bon, déjà, avant de commencer à parler des paradoxes temporels, il faut les définir. Et rien que ça, c'est un vrai casse-tête. En fait, un paradoxe, c'est un phénomène qui semble contradictoire ou impossible, mais qui a pourtant existé. Au-delà de simplement exister, le paradoxe a du sens quand on creuse. C'est comme si la pensée rationnelle nous disait que ça ne pouvait pas arriver, mais que la science trouvait une explication, d'une façon qu'on n'imaginait pas. En gros, le paradoxe, c'est quelque chose d'insensé qui a du sens. Ouais, dit comme ça, je vous perds peut-être un peu. Mais en utilisant des exemples, vous allez très vite comprendre. Parce qu'en vrai, des paradoxes temporels, vous en avez tous connus. Peut-être même que certains en ont déjà vécu. L'exemple tout simple,
c'est l'avion. Si vous partez de Paris le jour de votre anniversaire, admettons le 15 novembre à midi, et que vous voyagez vers les États-Unis en avion, eh bien, malgré les 8 heures de vol, vous arriveriez à New York le 15 novembre à 14 heures. Votre anniversaire aura donc duré bien plus que 24 heures. Et encore plus si vous allez à Los Angeles. Si vous allez vers la Chine par contre, votre anniversaire sera beaucoup plus court. Et ça ça n'a pas trop de sens. En fait, ça ne prend du sens que parce que le calendrier est défini tel qu'il est. Et avec le décalage horaire entre la France, les États-Unis ou la Chine, vous pouvez littéralement rallonger ou raccourcir une journée. Faire des longues distances en avion, c'est un peu comme voyager dans le temps. Alors, ici on parle du temps social, c'est-à-dire le temps tel qu'il a été défini par nos sociétés. Heures, jours, mois, parce que le temps biologique est complètement indépendant lui. Quand votre anniversaire dure plus longtemps, vous voyagez dans un temps social. Vous ne rajeunissez pas et votre horloge interne poursuit sa route. Mais cet exemple, il est quand même super, parce qu'il montre vraiment le lien entre le temps et l'espace. Parce que, en vrai, dans l'avion, vous voyagez dans l'espace, pas dans le temps. Et malgré ça, le temps vient se rallonger ou se raccourcir. Et c'est ce lien entre l'espace et le temps qui est à l'origine de presque tous les paradoxes temporels. Donc, comprendre ce lien, c'est donner une logique à des choses qui ne sembleraient pas logiques au départ. Mais justement, comment on a compris ce lien, l'espace et le temps? Il fallait oser les penser comme un seul et même tout. Et c'est pas n'importe qui a osé. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, on se posait même pas la question. Pour Newton, l'espace et le temps, c'était deux choses complètement séparées. L'espace, c'était une sorte de grande scène immobile. Et le temps, une horloge universelle qui faisait tic-tac pareil, pour tout le monde, partout, simple, efficace, intuitif. Personne ne le remettait en question tellement ça paraissait logique. Et en vrai, ça a très bien marché pendant plus de 2 siècles. Mais au début du XXe siècle, il y a un problème. Les équations de la lumière ne veulent plus obéir à cette vision-là. Peu importe comment vous bougez, la lumière va toujours à la même vitesse. Et ça, avec un temps universel, ça ne colle pas. Et c'est là qu'Einstein arrive. C'est lui qui va oser tout chambouler. Il n'est pas resté dans l'histoire pour rien. En fait, Einstein accepte une idée complètement contre-intuitive. Peut-être que c'est pas la lumière qui est bizarre. Peut-être que ce sont le temps et l'espace. Il propose alors quelque chose de radical. Le temps dépend de votre mouvement, et l'espace aussi. Donc, si vous bougez différemment, vous ne vivez pas exactement dans le même temps, ni dans le même espace que quelqu'un d'autre. En réalité, l'espace et le temps ne sont pas séparés. Ils forment un seul objet, à 4 dimensions, l'espace-temps. Toutes ces dimensions sont connectées entre elles. Bouger dans l'espace influence la façon dont on traverse le temps. C'est exactement comme si vous marchiez sur un drap tendu. Si le drap est plat, vous avancez normalement. Mais si vous posez un objet lourd dessus, le drap se courbe. Si vous essayez de marcher sur ce drap maintenant, votre chemin sera plus long, plus difficile. Eh bien le temps c'est un peu pareil. Près d'un objet massif, le chemin du temps se prolonge. Donc le temps passe plus lentement. Donc bouger vite ou être proche d'un objet très lourd, ça change la vitesse à laquelle le temps s'écoule pour vous, comparé à quelqu'un d'autre. Et cet espace-temps, il peut être décrit, calculé par une formule mathématique. Grâce à elle, on peut mesurer les distances et les intervalles de temps entre 2 événements. Sauf que la matière et l'énergie présentes autour de nous peuvent modifier cette formule. Elle n'est donc pas fixe. Autrement dit, la présence de masse et d'énergie modifie l'espace-temps. On dit qu'elle le courbe. Et cette courbure contrôle ensuite comment les objets se déplacent. Ça, c'est le cœur de la relativité générale. Mais imaginez une seconde. Si moi, aujourd'hui, je voyageais dans le temps, imaginez que je retourne à l'époque d'Einstein. Mais avant qu'il ne théorise l'espace-temps. Moi, je vis dans un monde où il a déjà théorisé. Je connais donc très bien cette théorie. Lors de mon voyage dans le temps, je la lui explique. Et c'est grâce à mes explications qu'il pourra publier ses hypothèses. Et accessoirement, marquer l'histoire des sciences. Sauf que, dans cette histoire imaginaire, il n'a rien découvert. C'est moi qui lui ai dit. Mais j'ai pu lui dire parce que, dans mon présent, j'ai consulté ses publications. Mais du coup, si c'est moi qui lui avais dit, à qui appartient la découverte? On parle ici du paradoxe de l'information. Une découverte qui n'aurait pas réellement d'inventeur. Une découverte qui voyage dans le temps jusqu'à ce qu'on ne sache plus d'où elle vient. C'est précisément un paradoxe temporel. Et préparez-vous, parce que c'est que le premier de cette vidéo, et on n'a pas fini de se faire des nœuds au cerveau. Enfin bref, même si j'aime bien l'idée selon laquelle c'est moi qui aurais soufflé l'idée de la relativité à Einstein, ce n'était qu'imaginaire. Et en vrai, peu importe qui l'a découverte, à partir de là, tout change. Parce que on comprend enfin de nouvelles choses qu'on n'osait même pas imaginer. Le temps peut se dilater, les distances peuvent se contracter.
et les paradoxes apparaissent. Sauf que maintenant, ils ne sont plus illogiques. Ils sont la conséquence directe de ce lien profond entre l'espace et le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous montez dans un avion, vous ne faites pas que traverser le ciel, vous traversez aussi l'espace-temps. Alors oui, l'exemple de l'avion permet de comprendre simplement, mais c'est une échelle minuscule comparée à la taille de l'univers. Parce qu'un avion, aussi rapide soit-il, ça reste très lent à l'échelle cosmique. On parle de quelques centaines de kilomètres par heure, alors que la lumière, elle, parcourt la Terre plus de 7 fois en une seconde. Donc, si déjà, à notre échelle terrestre, le temps peut se dilater, même un tout petit peu, imaginez ce que ça donne quand on commence à s'approcher des vitesses proches de celles de la lumière. C'est à cause de ces vitesses folles qu'à l'échelle de l'univers, le temps n'est plus du tout une horloge bien sage, accrochée au mur. Il devient élastique, il se tend, il se comprime. Par exemple, si vous partiez dans un vaisseau spatial ultra rapide, pour vous, une année pourrait passer normalement. Mais sur Terre, pendant ce temps-là, des décennies, voire des siècles pourraient s'écouler. Alors, on pourrait se poser la même question. Combien de temps pourrait durer votre anniversaire? Pour vous, il durerait toujours 24 heures. Le gâteau, les bougies, les cadeaux, rien ne change. Mais pour ceux restés sur Terre, ce même anniversaire pourrait s'étaler sur des années entières. Votre jour de naissance deviendrait un événement cosmique. Un anniversaire qui traverse les générations. On fêterait vos 30 ans pendant que la Terre en compterait 80 de plus. Et c'est là qu'on comprend quelque chose d'essentiel. Il n'existe pas un temps unique pour tout l'univers. Il existe des temps, autant que de trajectoires, de vitesse ou de chemins dans l'espace-temps. En gros, le temps n'est pas absolu. Il dépend de comment et où vous vous déplacez. Et à cette échelle-là, les paradoxes temporels ne sont plus des curiosités de science-fiction. Ils deviennent des conséquences normales des lois profondes de l'univers. Prenons un cas célèbre pour voir ça en action, le paradoxe des jumeaux. Deux frères, exactement du même âge au départ. L'un embarque pour un voyage spatial à une vitesse extrême. L'autre reste sur Terre, les pieds bien ancrés au sol. Et là, la surprise arrive pendant le trajet. Pour celui qui file dans l'espace, les secondes ne s'enchaînent pas au même rythme. Lorsqu'il revient, le verdict est sans appel. Ils se retrouvent, mais ils n'ont plus le même âge. Celui qui est parti a moins vieilli que celui qui est resté. C'est complètement dingue. Mais c'est pas un tour de magie. C'est tout simplement une conséquence directe des lois dictées par l'espace-temps. À grande vitesse, le temps ne s'écoule plus de la même façon. À grande vitesse, le temps ne s'écoule plus de façon uniforme. Et c'est là que notre intuition craque. Il n'existe plus une seule mesure du temps valable pour tous. Chaque observateur transporte avec lui sa propre cadence temporelle. Parce que bouger, c'est déjà modifier son rapport au temps. Plus on va vite, plus ce rythme se déforme. Alors non, le temps n'est pas une ligne droite, identique pour chacun. C'est une matière souple qui fait que deux vies, pourtant synchronisées au départ, peuvent finir désynchronisées. Étrange? Oui. Mais parfaitement cohérent une fois qu'on accepte que le temps n'est pas figé. Prenons maintenant un autre cas célèbre, le paradoxe gravitationnel du temps. Ici, ce n'est plus la vitesse qui joue le rôle principal, mais la gravité. Et si on approfondit un petit peu le sujet, vous verriez que c'est un peu lié. Imaginez encore une fois deux personnes. L'une vit au sommet d'une montagne, l'autre au niveau de la mer. Elles ne bougent pas, elles sont immobiles l'une par rapport à l'autre. Et pourtant, leurs horloges ne battent pas exactement au même rythme. Pourquoi ? Parce que la gravité n'est pas la même. En fait, il faut savoir que l'espace-temps se courbe à cause de la masse des objets qui le constituent. Plus un objet est massif, plus il courbe l'espace-temps autour de lui. Et cette courbure, elle agit directement sur le temps. Donc résultat, plus tu es proche d'un objet très massif, plus le temps ralentit. Donc même sur Terre, au niveau de la mer, la gravité est légèrement plus forte qu'en altitude. Et donc le temps y passe, un tout petit peu plus lentement. C'est imperceptible pour nous bien sûr, mais ça reste mesurable avec des horloges atomiques ultra précises. Maintenant, poussons cette idée à l'extrême. Près d'une étoile à neutrons, ou pire d'un trou noir, deux objets extrêmement massifs, vu de loin, quelqu'un qui s'en approche semble ralentir. Ses gestes deviennent de plus en plus lents. Son temps se fige presque. Pour lui pourtant, rien d'anormal. Son cœur bat normalement. Ses pensées s'enchaînent normalement. Mais pour un observateur éloigné, il semble bloqué dans le temps. Et voilà le paradoxe. Deux réalités temporelles parfaitement cohérentes, mais incompatibles entre elles. Qui a raison? Les deux. Parce que le temps ne se comporte pas de la même façon, selon l'endroit où l'on se trouve dans l'espace-temps. Ce paradoxe nous force à abandonner une idée très rassurante, celle d'un temps universel, identique partout. À la place, on découvre un temps local, modelé par la masse, la gravité ou la position. Et c'est exactement pour ça que nos satellites GPS doivent corriger leurs horloges en permanence. Sinon, en quelques minutes, nos positions seraient fausses de plusieurs kilomètres.
Le paradoxe n'est donc pas une bizarrerie théorique, il est déjà dans notre quotidien. Le temps ne se contente pas de passer, il se déforme. Et parfois, selon où l'on se tient, il raconte pas la même histoire. Mais ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que les paradoxes temporels ne sont pas des erreurs, ce sont des zones de tension, des endroits où nos théories fonctionnent, mais se contredisent presque. Prenons maintenant un exemple encore plus dérangeant, les courbes temporelles fermées. Dans certaines solutions des équations d'Einstein, l'espace-temps peut se replier sur lui-même, littéralement. Pas de machine futuriste ou de portail, juste une géométrie étrange de l'espace-temps. Sur le papier, c'est autorisé, mais dans la réalité, on n'en a jamais observé. Et ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire qu'on ne sait pas encore si ça existe. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Les lois permettent quelque chose que l'univers semble refuser. Pourquoi ? Parce qu'un autre principe entre en jeu. Quelque chose qu'on ne comprend pas encore, que personne n'a encore théorisé. Stephen Hawking appelait ça la conjecture de projection chronologique. Alors, je vous rassure, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. En fait, c'est l'idée que l'univers se protège lui-même contre les boucles temporelles, comme si le temps avait des garde-fous invisibles. Mais malgré cette projection de l'univers, on voit qu'il existe beaucoup de paradoxes, beaucoup de choses impossibles qui en fait sont possibles, mais qu'ils ne sont pas vraiment non plus, puisque l'univers l'empêcherait. Pour répondre à certaines incohérences posées par les paradoxes, certains chercheurs ont proposé une théorie, la flèche du temps. Alors oui, on dirait un artefact de science-fiction, mais c'est pourtant très logique. En fait, il faut imaginer que les équations fondamentales de la physique fonctionnent aussi bien vers le passé que vers le futur. Elles n'ont aucune préférence. En gros, elles sont partout, tout le temps. Alors pourquoi nous, on ne peut se souvenir que du passé ? Pourquoi l'entropie augmente-t-elle toujours ? Pourquoi le temps semble-t-il aller dans une seule direction ? Bah oui, parce que si les règles qui régissent le temps vont dans tous les sens, passé, présent, futur, pourquoi nous n'allons que dans un seul sens ? Eh bien, on n'a pas encore la réponse définitive. On n'a que des hypothèses. Peut-être que la flèche du temps n'est pas une propriété de l'univers, mais de l'information, ou de la conscience, ou des conditions initiales du cosmos. Mais tout ça, ça laisse encore beaucoup de mystères pour les scientifiques d'aujourd'hui ou de demain. Beaucoup de choses à comprendre pour pouvoir enfin pleinement expliquer notre monde. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais ce qui est sûr, c'est que les paradoxes nous offrent de nouvelles pistes de recherche. En fait, la physique explique des phénomènes, et les paradoxes viennent nous dire qu'il manque peut-être quelque chose à cette explication. Et peut-être qu'on n'a pas encore tout compris. Et puis tous les paradoxes que je viens de citer, c'est pas les seuls. Il y a des paradoxes que nous n'avons même pas encore formulés, ceux que nous n'avons pas vus ou pas compris. Parce que chaque fois que l'on découvre une nouvelle manière de penser le temps, on réalise toujours une chose. Notre intuition est toujours en retard. Le temps n'est peut-être ni une ligne, ni un bloc, ni une illusion. Il est peut-être une relation, un langage, ou une conséquence d'un niveau de réalité plus profond. Et c'est ça, au fond, le vertige ultime des paradoxes temporels. Ils ne nous disent pas que le temps est étrange. Ils nous disent que nous ne sommes pas encore prêts à le comprendre complètement. Et si on le comprenait vraiment ? Imaginez tout ce qu'on pourrait faire. Est-ce que le voyage dans le temps serait vraiment possible ? Ça, on en a tous rêvé, on a tous vu un film, une série ou un livre qui traitait de cette question. La science-fiction a exploré ce scénario dans tous les sens, en utilisant une machine à voyager dans le temps, en passant par l'espace avec des super pouvoirs, bref. Mais même dans la fiction, les paradoxes sont hyper nombreux. Et jouer avec le temps soulèverait un nombre de problèmes énormes. Et d'ailleurs, je vous laisserai me dire en commentaire, si vous avez été suffisamment attentif en regardant des films, tous les petits paradoxes qu'il y a dans Retour vers le futur, ou il y a quoi comme autre film, Interstellar par exemple. Bref, dites-moi un petit peu si vous en avez relevé quelques-uns. Pourtant, instinctivement, on imagine une scène simple. On remonte le temps, on change un détail, et le temps se met à jour, comme un fichier qu'on écrase. Sauf que le temps ne fonctionne pas comme un document Word, et heureusement encore. Si le passé est modifié, alors le présent tel qu'on le connaît n'a plus de raison d'exister. Parce que le présent est le résultat exact de tout ce qui s'est produit avant lui. Chaque événement, chaque interaction, chaque choix. En changer un seul, c'est changer toute la chaîne. Et puis si en changeant un détail dans le passé, il n'existe plus dans le présent, le moi du présent n'aura aucune raison de retourner dans le passé. Le détail en question ne pourra donc pas être changé. Et à tout ça, s'ajoute l'effet papillon. En fait, c'est l'idée qu'une action minuscule, un pas de côté, une parole en moins, une rencontre qui n'a pas lieu, peut entraîner des conséquences gigantesques. Alors, pourquoi papillon ? Parce qu'on dit qu'un battement d'aile de papillon à un endroit peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde, à la suite de réactions en chaîne. Mais du coup, appliqué au voyage dans le temps,
cet effet peut vite devenir dangereux. Imaginez, vous retournez dans le passé, modifiez un petit détail. Cette rencontre empêchée change une naissance. Cette naissance absente change une autre décision. Et de fil en aiguille, peut-être que dans ce nouveau présent, vous n'êtes jamais né. Et là, le paradoxe explose. Parce que du coup, vous n'auriez jamais pu changer ce détail. L'action qui a modifié le passé n'a jamais eu lieu. Donc, vous existez, mais si vous existez, vous êtes allé modifier le passé. Mais si vous avez modifié le passé, vous n'existez pas. Le temps se mord la queue. C'est ce qu'on appelle un paradoxe de cohérence causale. Le passé modifié détruit la cause même de sa modification. Et pour éviter cette contradiction, la physique théorique explore plusieurs pistes. La première, le passé serait immuable. On peut voyager dans le passé, mais quoi qu'on fasse, les actions font déjà partie de l'histoire telle qu'elle s'est produite. On ne change rien. On accomplit simplement ce qui devrait arriver. Cette piste-là, elle est explorée dans Harry Potter. Quand Hermione et Harry voyagent dans le temps, ils ne voyagent rien en fait. Tout se passe exactement comme cela s'était passé avant qu'ils partent. Sauf que le paradoxe disparaît si on considère le libre arbitre. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est prédestiné à agir toujours de la même manière. À cause de ça, les chercheurs ont cherché une seconde piste. Et là, ça commence à faire mal au crâne. Ils ont proposé l'idée des univers multiples. Le terme est simple, presque rassurant, mais ce qu'il recouvre est complètement dingue. L'idée centrale, c'est que lorsqu'on modifie le passé, l'univers ne se corrige pas comme on écrirait une phrase. Il ne gomme pas ce qui a existé. Au contraire, il se dédouble. On ne change donc jamais le passé, mais on crée un nouveau présent. Chaque intervention crée une nouvelle branche de réalité, qui, elle, se détache de la ligne temporelle initiale, un peu comme une branche qui pousse sur un tronc d'arbre. Dans cette nouvelle branche, l'histoire continue à partir du point modifié. Les événements s'enchaînent différemment, les conséquences s'accumulent, et un nouveau présent apparaît. Mais le présent que l'on connaissait auparavant n'a pas disparu. Il continue d'exister, intact, dans une autre branche, inaccessible, en tout cas pour l'instant. Ainsi, chaque choix différent, chaque événement modifié, chaque bifurcation possible engendre un nouvel univers. Un univers où certaines décisions n'ont jamais été prises. Un univers où les mêmes personnes ont vécu des vies différentes. Un univers où l'histoire, à partir d'un détail, parfois minuscule, a suivi un tout autre chemin. Au final, on se retrouve face à une multitude d'univers parallèles, tous issus du même point de départ, mais ayant emprunté des routes différentes. Aucun n'est plus vrai qu'un autre. Ils coexistent tous, chacun avec sa propre version du réel. C'est élégant, c'est cohérent, mais totalement invérifiable pour l'instant. Et puis, pour contrer toutes ces théories, il y a une troisième idée, radicale celle-là. Et si le passé n'était pas une chose que l'on peut modifier? Et si le temps n'était pas une ligne causale stricte, mais une structure globale, où passé, présent et futur se contraignent mutuellement? Dans ce cas, changer le passé n'effacerait pas le présent. Ça rendrait simplement certaines configurations impossibles. L'univers refuserait les incohérences, un peu comme une équation qui n'admet pas de solution, parce que l'univers a ses lois, et ça, on ne pourra jamais les changer. Et justement, penchons-nous sur une de ces lois. Vous savez, quand on regarde loin dans l'espace, on regarde le passé, parce que la lumière met du temps à nous parvenir. Observer une galaxie à des milliards d'années-lumière, c'est la voir telle qu'elle était bien avant l'apparition de la Terre. En observant, on voyage un peu dans le temps finalement. Mais c'est pas là que je voulais en venir. La question à se poser, c'est de savoir si en regardant ce passé, on influence le présent. À première vue, non. Observer n'est pas agir. Mais en physique quantique, l'acte d'observation n'est jamais neutre. Mais concrètement, c'est quoi la physique quantique? Et surtout, quelle influence peut avoir mon regard? Ça paraît totalement contre-intuitif, comme ça, mais pourtant, c'est le cas. Et en vrai, on n'a pas de suite dessus. Parce que, avant que la mécanique quantique ne vienne bouleverser notre vision du monde, la réalité semblait étonnamment simple, presque rassurante. On imaginait l'univers comme une immense machine parfaitement réglée, où chaque événement avait une cause précise, où chaque cause entraînait un effet, et où en principe, rien n'arrivait par hasard. C'était le grand idéal de la physique classique, un monde ordonné, prévisible, dans lequel tout obéissait à des lois claires et immuables. Mais au début du 19e siècle, un scientifique va pousser cette idée jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes. Son nom, Pierre-Simon de Laplace. Pour Laplace, l'univers fonctionne comme une horloge parfaite. Selon lui, si l'on connaissait exactement la position et la vitesse de chaque particule de matière, alors il deviendrait possible de tout calculer. Le passé, le présent et même l'avenir. Oui, littéralement prédire le futur par les calculs. Laplace est convaincu que la physique, correctement formulée,
pourrait en théorie prédire l'évolution complète de l'univers. Pour illustrer cette idée, il imagine une intelligence purement théorique, qu'on appellera plus tard le démon de la place. Mais qu'est-ce que ce démon au juste? Peut-être un être capable de tout savoir en un instant donné, de mesurer chaque particule, d'enregistrer toutes les données et d'en déduire, par le calcul, l'état du monde à n'importe quel moment du temps, y compris dans le futur donc. Pour une telle intelligence, il n'existe ni certitude, ni imprévu. Le monde est entièrement déterminé, déjà écrit dans ses moindres détails. Alors bien sûr, ce démon n'a jamais existé. Ce n'est pas une créature réelle, mais une expérience de pensée. Pour la place, pourtant, ce modèle n'a rien d'absurde. Il représente simplement la conséquence logique d'une physique parfaitement déterministe. Dans cette vision, la réalité est solide, objective, et totalement indépendante de celui qui l'observe. Le monde existe, qu'on le regarde ou non. Et c'est précisément là que la découverte du monde quantique va tout bouleverser. Parce que ce cadre rassurant, déterministe, hérité de la physique classique, il ne résiste pas à ce que l'on observe à l'échelle de l'infiniment petit. Dans le monde quantique, la réalité devient soudain beaucoup plus difficile à appréhender. D'abord parce qu'on ne peut pas tout voir en même temps. Certaines propriétés semblent s'exclure mutuellement, comme si le simple fait de mesurer l'une empêchait l'autre d'exister pleinement. Elle affirme que certaines propriétés peuvent être parfaitement indéfinies avant la mesure. Et pour indéfini, il ne faut pas entendre caché, ni inconnu, ni simplement mal mesuré, non, et véritablement indéfini. Ça signifie qu'avant l'observation, ces propriétés ne sont pas les mêmes que celles que l'on obtient une fois que l'on les mesure. Lorsqu'on observe, on peut définir, avec plus ou moins de précision, certes, mais on peut définir. Avant ça, il n'y a rien à définir. Et cette idée, celle que certaines choses n'existent pas sous une forme précise tant qu'on ne les observe pas, va profondément déranger. Et parmi ceux que cette idée trouble le plus, il y a Albert Einstein. Einstein comprend parfaitement la mécanique quantique. Il sait qu'elle fonctionne, il sait qu'elle donne les bons résultats expérimentaux, il ne remet pas en cause les calculs. Ce qu'il attaque, ce sont leurs conséquences. Pour Einstein, la physique doit décrire le monde réel. Pas seulement ce que l'on observe, mais aussi ce qui existe, indépendamment de nous. En fait, il refuse l'idée qu'une particule puisse ne pas avoir de propriété avant qu'on la mesure. Pour lui, ces propriétés existent, qu'on les observe ou non. La mesure, selon Einstein, ne crée pas l'information, elle ne fait que la révéler. Les informations sont déjà là, en permanence, partout, que l'on regarde ou non, que l'on mesure ou non. Et intuitivement, cette idée paraît plutôt logique. Mon ordinateur, par exemple, que je le regarde ou pas, reste le même. Il est là, il ne change pas parce que je détourne les yeux. Et pourtant, la mécanique quantique, elle, semble dire exactement l'inverse. À cette échelle, un objet ne peut pas être pleinement défini tant que personne ne l'observe. Alors partant de là, certains se demandent si l'univers est profondément quantique. Est-ce que le fait d'observer le passé lointain pourrait fixer certaines propriétés du présent? Alors je vous rassure, pas en le modifiant directement, mais en sélectionnant une réalité parmi plusieurs possibles. Dans cette vision, le passé ne serait pas entièrement figé, tant qu'il n'est pas relié à une observation cohérente. Ce n'est pas prouvé. C'est extrêmement spéculatif. Mais c'est là que la frontière entre temps, information et conscience commence à devenir floue. Peut-être que le passé existe, mais pas comme une archive figée. Peut-être qu'il existe comme un ensemble de possibilités contraintes, qu'il se cristallise quand l'univers évolue. Et alors, modifier le passé ne serait pas possible, mais l'interpréter, le reconstruire, lui donner du sens dans le présent, oui. Ce qui nous ramène à une idée dérangeante. Le plus grand paradoxe temporel n'est peut-être pas le voyage dans le temps, mais qui de l'œuf ou la poule? Non, bien sûr, vous vous doutez que non. Le plus grand paradoxe, c'est notre obsession de vouloir le contrôler. Le temps ne se laisse pas corriger. Il ne se réécrit pas facilement. Et s'il accepte une modification, il pourrait bien effacer ceux qui ont tenté de la provoquer. Alors pourquoi s'obstiner à vouloir changer les choses? Et au fond, si le fait de modifier le passé faisait disparaître le présent, peut-être que l'univers a déjà choisi une solution simple. Ne jamais laisser le passé être modifié. Ou alors, ne jamais nous laisser en être capable. Mais sans avoir la possibilité de modifier le passé, est-ce qu'on pourrait techniquement voyager dans le temps? Vous avez sûrement déjà entendu parler du trou de verre. La fiction les a beaucoup utilisés pour les voyages dans le temps. Mais c'est quoi exactement? Eh bien, on va commencer simple. Imaginez l'espace et le temps comme un grand tissu. Un tissu à 4 dimensions. 3 d'espace, 1 de temps. C'est l'idée de la relativité d'Einstein. Dans cette vision, l'univers n'est pas rigide. Il peut se courber, se déformer
et même en théorie se plier sur lui-même. Et c'est précisément là qu'apparaît l'idée des trous de verre. Un trou de verre, c'est un pont hypothétique entre deux régions distinctes de l'espace-temps, une sorte de tunnel, un raccourci cosmique. Pour se représenter ça, on peut utiliser une image très simple. On prend une feuille de papier, on trace deux points très éloignés l'un de l'autre. Normalement, pour l'un à l'autre, il faut parcourir toute la distance sur la feuille. Mais maintenant, on plie la feuille de façon à superposer ces deux points. Et on perce un trou. Qu'est-ce qu'on observe ? Le chemin entre les deux points devient beaucoup plus court. Pourtant, on n'a pas traversé toute la feuille. On a juste pris un raccourci. Eh bien, c'est ça un trou de verre, c'est exactement ça. Mais avec l'espace et le temps. Un tunnel invisible dans la structure même de l'univers, qui pourrait replier deux endroits très éloignés dans l'espace, ou même potentiellement deux époques différentes. Mais d'où vient cette idée ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne vient ni d'un film ni d'un roman de science-fiction. Ça vient des équations. En 1935, Albert Einstein et Nathan Rosen découvrent une solution particulière aux équations de la relativité générale. Une solution étrange. Elle décrit une connexion entre deux régions de l'espace, comme un passage, un pont. Aujourd'hui, on appelle ça un pont d'Einstein-Rosen. À l'époque, ce n'est pas vu comme un objet réel, plutôt comme une curiosité mathématique. Pourquoi ? Eh bien parce que dans leur modèle, ce pont est instable. Et dès qu'on essaie de le traverser, il s'effondre. Il se referme plus vite que la lumière ne peut passer. Autrement dit, impossible à utiliser. Il faut attendre les années 1950 pour que cette idée prenne un nom. Le physicien John Wheeler introduit le terme wormhole, trou de verre. Il le compare au tunnel qu'un verre creuse dans une pomme. De l'extérieur, la pomme paraît lisse, continue. Mais à l'intérieur, elle est traversée de passages invisibles. L'image est parlante, l'espace-temps pourrait lui aussi être parcouru par des tunnels cachés, indétectables à première vue. À partir de là, l'idée va évoluer. Dans les années 80, les physiciens comme Kip Thorne vont reprendre ces solutions au sérieux. Ils ne se contentent pas de dire c'est impossible, ils prennent les équations d'Einstein telles qu'elles sont et ils les poussent jusqu'au bout. La question devient alors, est-ce qu'un trou de verre pourrait exister physiquement ? Et si oui, sous quelles conditions ? C'est là qu'apparaissent les vrais problèmes, la stabilité, l'effondrement du tunnel, la nécessité d'une matière exotique à l'énergie négative. Et là, c'est une toute autre histoire, parce que exister, c'est une chose, mais être utilisable, c'en est une autre. La vraie question devient alors, est-ce qu'on pourrait réellement l'utiliser ? Déjà, parlons de l'énergie, parce que c'est là que tout se complique. Pour voyager dans le temps avec un trou de verre, il ne suffit pas qu'il existe. Non, en fait, il faut pouvoir désynchroniser ces deux extrémités. Autrement dit, faire en sorte que les deux bouches ne soient plus dans le même présent. Et pour ça, on connaît une méthode. Elle vient directement de la relativité. Toujours d'Einstein donc. On prend une des bouches et on la fait voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Exactement comme le paradoxe des jumeaux. Pendant que cette bouche se déplace à des vitesses relativistes, le temps ralentit pour elle. Et quand elle revient, elle a vieilli beaucoup moins que l'autre bouche restée immobile. Résultat, les deux extrémités du trou de verre ne sont plus synchronisées dans le temps. On a littéralement créé un décalage temporel. Sur le papier, c'est assez fou, mais en pratique, atteindre des vitesses proches de celles de la lumière demande une quantité d'énergie absolument colossale. Des ordres de grandeur qui dépassent tout ce que l'humanité sait produire. On parle d'énergie comparable à celle dégagée par des étoiles, ou plus encore. Donc en fait, même si le trou de verre existait déjà, le simple fait de le transformer en machine à voyager dans le temps serait hors de portée technologique. Mais admettons encore une fois l'impossible. Admettons que l'énergie soit disponible, que le trou de verre soit stable, et qu'on décide d'y envoyer quelque chose. Que deviendrait la matière qu'elle traverse ? Là encore, les équations ne sont pas très rassurantes. Un trou de verre, c'est une simple région de l'espace-temps, extrêmement courbée. Les forces de marée y sont gigantesques. Si le tunnel n'est pas parfaitement stabilisé, la matière qui tente de le traverser serait étirée, compressée, déchirée. Un peu comme ce qui se passe près d'un trou noir. Même la lumière pourrait être piégée, déformée, dispersée. Et si de la matière entre dans le tunnel, elle modifie à son tour la géométrie de l'espace-temps, ce qui aggrave encore le problème. Plus on essaie de faire passer quelque chose, plus le tunnel a tendance à s'effondrer. C'est un cercle vicieux. Alors comment empêcher ça ? Les modèles théoriques proposent une solution très particulière, la matière exotique, une forme de matière à énergie négative. Une matière qui, au lieu d'étirer, repousserait l'espace-temps, comme une pression inversée. Cette matière servirait à maintenir les parois du tunnel ouvertes, à empêcher la gorge du trou de verre de se refermer. Le problème, c'est qu'on n'a jamais observé une telle matière à grande échelle. On en voit des équivalents minuscules dans certains effets quantiques, mais rien qui permette de stabiliser un tunnel cosmique. Ce qui nous amène à une autre question fondamentale. Un trou de verre peut-il rester indéfiniment ouvert ? La réponse courte est probablement pas.
Dans presque tous les modèles réalistes, un trou de verre est intrinsèquement instable. Sans apport constant d'énergie exotique, il s'effondre. Et même avec cette énergie, rien ne garantit une stabilité éternelle. Il pourrait y avoir des limites fondamentales, des instabilités quantiques, des effets de rétroaction violents. Certains physiciens pensent même que dès qu'un trou de verre commence à devenir un passage temporel, la nature réagit, comme si l'univers se protégeait lui-même. C'est l'idée de la protection chronologique. Les lois de la physique empêcheraient, en pratique, la création de véritables boucles temporelles stables. Non pas parce que c'est interdit mathématiquement, mais parce que les conditions nécessaires deviennent impossibles à maintenir. Trop d'énergie, trop d'instabilité, trop de contradictions. Alors oui, les équations d'Einstein autorisent les trous de verre. Elles autorisent même, en théorie, le voyage dans le temps. Mais entre ce que la mathématique permet et ce que la réalité physique accepte, il y a un gouffre. Un gouffre fait d'énergie inaccessible, de matière inconnue et de lois profondes qu'on ne comprend pas encore. Et c'est peut-être là le plus fascinant. Parce que les trous de verre ne nous disent pas seulement si voyager dans le temps est possible, ils nous forcent à poser une question bien plus fondamentale. Jusqu'où l'univers est-il prêt à nous laisser aller? Ceci étant dit, le doute reste possible. Il y a 110 ans, quand Einstein avait prédit les ondes gravitationnelles, ce n'était qu'une équation. Rien de sûr, rien de mesuré, rien de validé. Ça n'a été confirmé que 100 ans plus tard. Alors peut-être qu'une fois de plus, Einstein a proposé une équation qui ne trouvera sa validation plus tard, quand les outils et les esprits seront prêts. Alors maintenant, on arrive au bout du chemin. On a parlé des équations, de la relativité, des trous de verre, des paradoxes. Mais à force de vouloir comprendre si le voyage dans le temps est possible, on finit par toucher quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que le temps au juste? En physique classique, le temps était simple. Il s'écoulait partout de la même manière, un métronome universel. Mais Einstein a brisé cette idée. Le temps ralentit, il se dilate. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Il n'est plus une horloge unique. Il devient une dimension souple, déformable. Et pourtant, malgré toute cette flexibilité, il reste une chose qu'on n'arrive pas à faire, revenir en arrière. La physique moderne semble dire une chose très claire. Le futur est accessible, le passé ne l'est pas. On peut aller vers demain, parfois plus vite que les autres, parfois plus lentement. Mais hier reste hors de portée. Et ce n'est peut-être pas un échec de la science, c'est peut-être un indice. Parce que le passé n'est pas juste un endroit dans le temps, ce qui a déjà laissé une trace dans la matière, une trace dans la mémoire, une trace dans l'état de l'univers. Chaque événement modifie le réel, chaque interaction laisse une empreinte et cette empreinte ne peut être effacée. C'est ça l'entropie. L'idée que le monde passe naturellement d'états ordonnés à des états plus désordonnés. Un verre se brise, la chaleur se diffuse, les souvenirs s'estompent. On peut comprendre ces phénomènes, on peut les décrire, mais on ne peut pas les inverser spontanément. Et le temps suit exactement la même logique. Le passé est un état de l'univers qui a déjà été consommé. Le futur, lui, n'existe pas encore. Il est ouvert, indéterminé. C'est peut-être pour ça que la physique l'autorise. Parce qu'elle est dans le futur, ce n'est pas changer quoi que ce soit, c'est simplement attendre, mais d'une manière différente. Alors que revenir dans le passé, ce serait réécrire l'histoire de l'univers. Et l'univers, visiblement, n'aime pas être réécrit. Les paradoxes temporels ne sont peut-être pas des bugs de la physique, ce sont peut-être des panneaux d'avertissement, des signes que nous essayons de poser les mauvaises questions. Pas comment revenir en arrière, mais plutôt pourquoi voudrait-on revenir en arrière? Parce qu'au fond, si l'idée du voyage dans le temps nous fascine autant, ce n'est pas pour explorer des équations, c'est pour autre chose. L'envie de corriger une erreur, de sauver quelqu'un, de revivre un instant. Mais la physique, elle, ne nous offre pas cette option. Elle nous dit, tu peux aller plus loin, tu peux voir ce que le futur devient. Mais tu ne peux pas effacer ce qu'il a été. Et c'est peut-être là que la science rejoint quelque chose de profondément humain. Le fait que le temps soit irréversible donne une valeur aux choses. Et oui, parce que si on pouvait revenir en arrière, aucune décision n'aurait vraiment de poids. Aucune erreur ne serait définitive. Aucun instant ne serait unique. Mais parce que le temps ne recule pas. Chaque choix laisse une trace réelle dans l'univers. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si on pourra un jour voyager dans le passé, mais de comprendre pourquoi l'univers semble nous dire non, pourquoi il nous laisse avancer, mais jamais corriger. Et peut-être que cette limite n'est pas une prison, mais un cadre dans lequel le futur reste ouvert, et le passé immuable. Un cadre qui nous oblige à vivre dans le présent, à agir maintenant, sans garantie de retour. Parce qu'au fond, le seul vrai voyage dans le temps, c'est ce que nous faisons tous, quoi qu'il arrive, c'est celui-là. Aller de l'avant, une seconde après l'autre, sans bouton retour. Et c'est peut-être ça qui donne tout son sens au temps. Alors à ce stade, une question s'impose. Si le temps peut ralentir, s'étirer, se déformer, est-ce qu'il peut s'écouler, vraiment comme on l'imagine? Parce que dans les équations de la relativité, le temps n'avance pas. Il est déjà là, passé, présent, futur, coexiste dans ce qu'on appelle le bloc
espace-temps. Un immense tissu à 4 dimensions dans lequel chaque événement a une place précise. Mais on a l'impression de traverser ce tissu, moment après moment. Mais du point de vue des lois physiques, rien ne se déplace. Tout est inscrit. Et ça, c'est peut-être le paradoxe le plus troublant de tous. Si le futur existe déjà quelque part dans l'espace-temps, qu'est-ce que ça dit du libre arbitre, de nos choix, de cette sensation très intime d'avancer dans le temps? La physique ici ne tranche pas, elle se contente de décrire une structure. C'est notre conscience qui transforme cette structure en expérience vécue. Le temps que nous ressentons n'est peut-être pas le même tel qu'il est, mais le temps tel que notre cerveau sait le lire. Les paradoxes temporels cessent d'être des problèmes à résoudre. Ils deviennent des indices, des fissures dans notre intuition. Ils nous rappellent que le temps n'est pas une évidence, ni une ligne, ni une rivière. C'est une dimension, aussi réelle que l'espace, bien plus étrange que tout ce que nous avions imaginé, et qui laisse encore bien plus de mystères à résoudre. Et si tu pouvais marcher, non pas vers demain, mais vers hier? Et si le futur, le présent, le passé, n'étaient que des points fixes d'un espace déjà tout tracé? Ce que propose une solution étonnante aux équations d'Einstein, imaginées en 1949 par Kurt Gödel. Mais qui est cet homme? Eh bien en fait, Gödel, c'est un nom mythique des mathématiques. Le génie qui, en pleine jeunesse, avait déjà bouleversé les fondements de la logique avec ses célèbres théorèmes d'incomplétude. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'est aussi aventuré dans les profondeurs de la relativité générale, avec une idée déroutante. Un univers en rotation autorisant des boucles dans le temps. Un univers où l'on pourrait, en théorie, revenir à son propre passé. Alors, n'est-ce qu'une simple curiosité mathématique? Peut-être. Mais ce modèle a une particularité, et pas des moindres. Il respecte parfaitement les lois de la relativité d'Einstein. Il est donc, en théorie bien sûr, un univers possible. Et ce n'est pas un hasard si Gödel l'a conçu. Il voulait remettre en question la réalité même du temps. Pour lui, le changement, le devenir, la flèche du temps, tout ça pourrait n'être qu'une illusion de notre perception. Une sorte de mirage créé par notre conscience, et non par le tissu de l'univers. Ce modèle étrange ne décrit sans doute pas notre cosmos, mais il pousse la physique dans ses retranchements. Il nous oblige à poser une question radicale. Le temps est-il réel? Ou est-il simplement une construction mentale? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'univers de Gödel, un monde sans passé ni futur. On va découvrir comment un logicien a bouleversé la cosmologie et pourquoi sa vision fascine encore aujourd'hui les physiciens, les philosophes et même les écrivains de science-fiction. Préparez-vous à remettre en question ce que vous croyez savoir sur le temps, parce que dans l'univers de Gödel, le temps n'attend personne. Mais avant de voir exactement en quoi consiste l'univers de Gödel, on va s'arrêter quelques minutes sur cet homme, Kurt Gödel, dont l'intelligence semblait rayonner au-delà des frontières du pensable. Né en 1906 à Brünn, dans l'ancien empire austro-hongrois, Gödel grandit au sein d'une famille bourgeoise germanophone. Très tôt, il se distingue par une sensibilité exacerbée, une mémoire prodigieuse et surtout un questionnement obsessionnel. Pourquoi quelque chose existe-t-il plutôt que rien? Peut-on fonder toute la connaissance humaine sur des bases logiques? Il se passionne pour les mathématiques, non comme un outil, mais comme une clé pour percer la structure même de la réalité. À seulement 25 ans, Gödel publie ce que beaucoup considèrent comme le texte le plus important de la logique du XXe siècle, les théorèmes d'incomplétude. Alors que les mathématiciens rêvaient d'un système parfaitement logique, complet et autosuffisant, Gödel vient briser ce rêve avec une rigueur implacable. Il démontre qu'il existe des vérités mathématiques qui ne peuvent pas être démontrées, que dans tout système formel suffisamment puissant pour contenir l'arithmétique, il y aura toujours des propositions vraies, mais indémontrables à l'intérieur du système. C'est comme construire une machine parfaite pour faire des puzzles, et découvrir qu'il existe des pièces qui n'entreront jamais dans le cadre, même si elles existent bien. Autrement dit, la logique ne suffit pas à tout expliquer. Il y a des trous dans les tissus de la rationalité. Et même les mathématiques, ce socle réputé solide, repose sur une forme d'incomplétude irréductible. Mais Gödel n'était pas un simple mathématicien, il était philosophe, peut-être même le dernier grand métaphysicien classique du XXe siècle. Contrairement aux logiciens positivistes de son temps, il pensait que les mathématiques n'étaient pas une invention humaine, mais la découverte d'un monde de vérité éternelle, accessible à l'esprit par intuition. Il croyait en l'âme, en l'au-delà,
et en un ordre profond du cosmos, même si invisible aux yeux des scientifiques ordinaires. Gödel ne cherchait pas à comprendre comment les choses fonctionnent. Il voulait savoir pourquoi elles existent. Et cette quête, il l'a partagée avec un autre géant, Albert Einstein. Mais comment ils se sont connus? Eh bien en fait, dans les années 1940, tous deux se retrouvent à l'Institut des études avancées de Princeton, dans le New Jersey. Chaque jour, ils marchent ensemble, côte à côte, parlant de gravité, de causalité, de temps. Einstein avait bouleversé la physique en prouvant que le temps dépendait de la vitesse et de la gravité. Mais Gödel, fidèle à son amour du raisonnement poussé à l'extrême, se pose une question plus déroutante encore. Et si, selon les propres équations d'Einstein, le temps n'existait tout simplement pas? Alors, voici ce qu'il s'est passé. En fait, Gödel trouve en 1949 une solution exacte aux équations de la relativité générale. Un univers en rotation globale, cohérent du point de vue des lois de la physique, mais où le temps forme des boucles. Dans cet univers, le futur peut rejoindre le passé. Il devient possible, en théorie, de voyager dans le temps. Non pas grâce à une machine, mais simplement en suivant certaines courbes de l'espace-temps. Ces courbes temporelles fermées sont comme des sentiers du cosmos, qui reviennent sur eux-mêmes. Gödel, en tant que logicien pur, ne dit pas que notre univers est forcément ainsi, mais il pose une question fondamentale à Einstein. Il lui dit ceci: si vos équations autorisent des univers où le temps perd toute signification objective, alors qu'est-ce que le temps, vraiment? Et c'est de là que tout part. Parce que, dans l'esprit de Gödel, le temps ne s'écoule pas. Pour lui, cette impression du passé, présent, futur est un effet de perspective, un phénomène émergent. La réalité, elle, serait intemporelle, comme un cristal figé où tous les instants coexistent. Et c'est là qu'une idée folle émerge, l'éternalisme. Le monde ne se déroule pas, il est tout simplement de ce fait. Le temps n'est pas une rivière, mais un paysage que l'on explore à travers notre conscience. Einstein lui-même, à la fin de sa vie, dira à propos d'un ami défunt: pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans le détail. On va plonger dans ce modèle cosmique unique, où l'espace-temps lui-même est en rotation, et où les lois de la relativité permettent des boucles temporelles. Bienvenue dans l'univers de Gödel, un monde où le futur peut rejoindre le passé, et où la logique flirte avec le vertige de l'éternel. Et ce monde commence à partir d'une question. Et si l'univers tout entier tournait? Pas les planètes ni les galaxies, mais l'univers lui-même. Le tissu de l'espace-temps. Le cadre, le décor, le fond. C'est cette idée vertigineuse qu'a proposée Kurt Gödel en 1949. Mais Gödel n'est pas un physicien comme les autres. D'ailleurs, il n'est même pas physicien à proprement parler. C'est avant tout un logicien, un mathématicien et un philosophe. Célèbre pour ses théorèmes d'incomplétude qui ont bouleversé les fondements des mathématiques au XXe siècle. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que ces découvertes? Eh bien en fait, ce que découvre Gödel, c'est que les équations d'Einstein sont plus souples qu'on ne le pense. Elles ne décrivent pas un univers, elles en admettent une infinité possible. Des mondes courbés, plats, vides, remplis, et même, pourquoi pas, en rotation. Et justement, Gödel trouve une solution exacte. Un univers homogène, infini, rempli de matière, et où l'espace-temps lui-même tourne sur lui-même. Mais ce n'est pas la matière qui tourne dans un espace statique. C'est le tissu de l'espace-temps qui est pris dans un mouvement de rotation globale, comme un vinyle géant. Ou mieux encore, imaginez que vous versez un peu de lait dans une tasse de café noir, et si vous agitez la cuillère, le liquide se met en rotation. Et le lait se met à former des spirales dans la masse de café. Dans l'univers de Gödel, le lait, c'est la lumière, et le café, c'est l'espace-temps. La lumière, qui normalement va en ligne droite, suit maintenant des trajectoires courbées, tordues, en spirale. Et c'est pas tout. Dans ce café qui tourne, si vous allez assez loin, vous pouvez revenir en arrière. Pas en arrière spatialement, mais en arrière dans le temps. Quand le café retourne à son point de départ, alors il est au présent, mais aussi au passé. Et comme à l'instar d'une tasse de café, bienvenue dans un univers où le temps devient circulaire. Mais pourquoi circulaire, et pas une autre forme? Eh bien en fait, c'est l'une des conséquences les plus étranges de la solution de Gödel. Dans un espace-temps qui tourne, il est mathématiquement possible de tracer des courbes fermées de temps. Autrement dit, des boucles temporelles. Des chemins qui, tout en avançant à chaque instant vers le futur, reviennent à leur point de départ dans le passé. C'est comme si, en avançant tout droit,
on faisait un grand cercle dans le temps et qu'on revenait avant d'être parti. Gödel ne le propose pas comme une expérience de science-fiction. C'est une solution rigoureuse, logiquement déduite des lois de la relativité générale. Et le plus fou, c'est que cette solution, Einstein l'accepte. Il est même troublé et il dira ceci. Gödel m'a ouvert les yeux sur des implications de ma propre théorie, que je n'avais pas vues moi-même. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie révolution de Gödel. Il ne propose pas seulement un univers qui tourne, il propose un univers où le temps perd sa flèche directrice. Dans ce monde, il n'y a pas plus de distinction absolue entre passé, présent et futur. Tout est relatif, déformable, revisitable. Et ça va bien plus loin que les déformations du temps, dues à la vitesse ou la gravité. Ici, c'est la structure même du temps qui est remise en cause. Et pour Gödel, ce n'est pas un bug. Et c'est une preuve que le temps n'existe pas fondamentalement. Et du coup, c'est quoi le temps pour Gödel? Eh bien, une illusion logique. En fait, Gödel, influencé par la philosophie de Platon, pensait que le temps n'était qu'une apparence, un effet de perspective, un reflet de notre conscience limitée, mais que, dans la réalité ultime, tout est déjà là, éternel, figé, au-delà du changement, et que la physique, à travers sa propre équation, commence à le confirmer. Bon, pour l'instant, on va pas trop rentrer dans le sujet, puisqu'on va en reparler plus tard. Mais on va rapidement en parler. Déjà, bon de rappeler bien sûr, l'univers de Gödel ne décrit pas notre cosmos observable. Nous savons que l'univers est en expansion, pas en rotation. En tout cas, aucune preuve ne suggère un mouvement global du tissu de l'espace-temps. Mais ce n'est pas le point principal ici, non. Le point, c'est que les lois de la relativité générale permettent un tel monde, et donc qu'elles n'excluent pas les voyages dans le temps. Et ça, c'est fou. Parce que Gödel a créé une sorte de miroir théorique, un miroir dans lequel la physique regarde et voit son propre paradoxe. En gros, l'univers de Gödel est un peu comme une expérience de pensée géante, mais écrit dans le langage mathématique pur. Il ne dit pas « voilà le monde tel qu'il est », il dit « voilà ce que votre théorie permet ». Et si ça vous gêne, alors peut-être qu'il faut changer la théorie, ou alors changer notre conception du temps. Mais comment on change notre conception du temps ? On a parlé de boucle temporelle, mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Imagine un monde où, marchant toujours tout droit, sans jamais faire demi-tour, tu finis par retomber dans ton propre passé. Un monde où le temps, au lieu de s'écouler comme un fleuve, se referme comme un anneau. Où l'idée même de cause et conséquence devient floue. Et où ton futur pourrait littéralement te précéder. Eh bien, c'est ce que révèle l'univers proposé par Gödel. Mais cet univers, il est autorisé par la relativité générale. Il n'est pas forcément validé, mais il est autorisé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'a la théorie d'Einstein qui a été utilisée par Gödel? Eh bien en fait, dans son modèle, la relativité générale autorise ce que les physiciens appellent des closed time-like curves, courbes temporelles fermées en français. Fermées parce que ces lignes de l'espace-temps se referment sur elles-mêmes. Et temporelles car en les suivant, on reste toujours dans le domaine du possible pour un observateur fait de matière. Pas besoin de voyager plus vite que la lumière, ni de magie quantique. En d'autres termes, ce sont des trajectoires qui suivent le temps normalement, à chaque instant, mais qui reviennent malgré tout à leur point de départ temporel. Un peu comme si tu avançais dans le futur, et qu'en progressant assez longtemps, tu retombais au moment de ton départ. Dans cet univers, le temps n'est plus linéaire. Il n'a plus de direction privilégiée. Il n'y a plus de présent absolu. Chaque observateur a son propre présent. Il n'y a plus de distinction claire entre passé, présent et futur. Et surtout, le futur peut, en théorie, influencer le passé. C'est un monde où la causalité devient locale, et non plus universelle. L'effet peut précéder la cause. Et la cause peut dépendre de ce qu'elle est censée produire. Une boucle logique, fermée, parfaite, déstabilisante. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, c'est une vraie révolution conceptuelle. En fait, ces boucles temporelles ne sont pas de simples effets secondaires de la relativité. Elles en sont une conséquence directe. Mais Gödel ne les a pas inventées pour faire de la science-fiction. Il les a mises en évidence comme une propriété naturelle des équations d'Einstein. Enfin, à condition que l'univers est en rotation. Et ça c'est fou, parce que ça signifie que la relativité générale, notre meilleure théorie du temps, permet le voyage dans le passé, sans enfreindre aucune loi fondamentale. Mais est-ce que c'est cohérent? Qu'en est-il des paradoxes temporels? Le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Que se passe-t-il si tu retournes dans le passé et tu empêches la naissance de l'un de tes grands-parents? Mais aussi la lettre que tu reçois avant même de l'avoir écrite. Ou encore l'objet qui s'auto-crée,
apparaissant dans le passé parce que tu l'y as envoyé depuis le futur. Tous ces scénarios nous troublent parce qu'ils remettent en question notre intuition de la causalité. Et pourtant, ils ne sont pas nécessairement interdits par la relativité. Au contraire, certains physiciens comme Igor Novikov ont même proposé un principe pour sauver la logique dans ce type d'univers. On l'appelle le principe de cohérence de Novikov. Et ce principe, il dit ça. Tout événement inscrit dans une boucle temporelle doit être autocohérent. Autrement dit, oui, tu peux remonter le temps, mais tu ne pourras jamais provoquer de paradoxe, car les événements s'ajusteront spontanément pour respecter la cohérence du récit global. Par exemple, tu peux envoyer une lettre dans le passé, mais seulement si c'est bien cette lettre qui, à l'origine, t'a donné envie de l'écrire. Ou encore, tu peux remonter dans le temps, mais uniquement si tes actions n'altèrent pas ce qui a déjà été. C'est comme si l'univers avait un sens de la narration. Comme si chaque boucle temporelle racontait une histoire qui se tient, même si elle défie notre logique linéaire. Pas de contradiction, pas d'univers parallèle. Juste des histoires fermées sur elles-mêmes où cause et effet s'enlacent dans une danse étrange mais cohérente. Mais une mécanique sans flèche temporelle directrice, est-ce que c'est vraiment possible? Se poser cette question, ça revient en fait à se demander si le temps a déjà eu une direction. Et on sait qu'en mécanique quantique, les lois fondamentales sont réversibles. C'est nous, avec notre mémoire, notre perception, qui donnons un sens à la flèche du temps. Les boucles de Gödel, elles, n'ont pas besoin d'une flèche. Elles font une mécanique cyclique, où l'univers tourne sur lui-même, et où tout événement est à la fois cause et effet. On quitte alors l'image du temps dans une ligne droite, pour entrer dans une version circulaire, peut-être même plus fondamentale. En réalité, Gödel ne croyait pas vraiment que notre univers réel fonctionnait comme sa solution. Il savait que notre cosmos n'est pas en rotation globale, mais il avait un but plus subtil. En fait, en trouvant cette solution, il voulait montrer que les équations d'Einstein sont plus étranges que ce qu'on croit, qu'elles s'autorisent des réalités qui n'ont aucun équivalent dans notre expérience quotidienne, et surtout qu'elles ne disent rien sur ce qui est réellement le temps. En fait, la boucle de Gödel ne nous apprend pas seulement que le voyage dans le temps est possible, elle nous pousse à repenser ce qu'est le temps lui-même. Peut-être que le temps n'est pas une rivière, mais un labyrinthe, ou une spirale, ou même un miroir brisé, dont chaque fragment reflète un aspect différent de la réalité. Gödel, comme un horloger métaphysique, nous tend cette idée. Le temps n'est peut-être pas ce que nous croyons, et notre présent n'est peut-être qu'un point sur une boucle infinie. Et même si cette vision semble être conforme aux idées d'Einstein, elle ne l'est pas en réalité. Parce que le vrai problème avec l'univers de Gödel, c'est qu'il ne ressemble en rien à ce que nous observons. Déjà, il ne s'étend pas. On a vu qu'il tournait, mais en fait, l'univers de Gödel est statique. Il n'y a ni Big Bang, ni expansion, ni galaxies qui s'éloignent. Et pourtant, tout autour de nous, nous observons des galaxies fuyant les unes des autres, des traces de l'expansion dans le fond diffus cosmologique, et même des preuves d'une phase d'inflation ultra rapide juste après le Big Bang. Donc déjà sur ce point, le modèle de Gödel ne colle pas avec l'histoire cosmique que l'on reconstruit aujourd'hui. Ok, il ne s'étend pas, non, à la place, il tourne sur lui-même. Mais le problème, c'est qu'il tourne trop. Eh bien oui, dans l'univers de Gödel, tout l'espace-temps est en rotation. Mais dans notre cosmos, cette idée est contredite par des observations très précises. Par exemple, le fond diffus cosmologique, la lumière fossile du Big Bang, est presque parfaitement isotrope. Ça veut dire qu'il ne présente aucune direction privilégiée. S'il existait une rotation globale, elle laisserait des traces visibles dans cette lumière. Or, ce n'est pas ce que nos appareils détectent. Autrement dit, on ne vit clairement pas dans l'univers de Gödel. Mais est-ce que ça veut dire que cette solution est inutile? Eh bien pas du tout. Au contraire même. En fait, l'univers de Gödel, c'est comme une expérience de pensée géante. Elle sert à nous montrer les conséquences directes des équations d'Einstein. Et même si elles ne décrivent pas notre univers, elles permettent un univers où le temps lui-même peut boucler sur lui-même. C'est un peu comme un modèle théorique d'un animal mythologique. Il n'existe pas dans la nature, mais il révèle ce qui est possible au sein des lois. Et c'est aussi un peu un moyen de ne pas trop s'éparpiller dans les recherches, parce que l'univers de Gödel, c'est démontré qu'un univers cyclique peut exister, mais qui n'existe pas. Du moins, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Et ça, on aurait pu le deviner de la part de Gödel. Tout simplement parce que ce génie est un mathématicien, et non un astronome. Et elle est là la grande différence. Gödel n'était pas là pour cartographier les galaxies. Il n'était pas là pour prédire des observations. Il voulait interroger les fondations du réel. Et encore aujourd'hui, ce réel est maintenant la relativité générale. Donc, il teste cette théorie. Il va interroger ses moindres fondements, et en particulier le temps. Il ira tellement loin dans ses prédictions mathématiques, toujours valides dans le cadre de la relativité bien sûr,
qu'il décrira dans son livre que le changement est une illusion, et que le passé, le présent et le futur coexistent. En fait, à travers son modèle, Gödel propose une vision bloquée du temps. Pas un flow, pas une succession d'instants, mais une structure complète, figée, hors du regard, dans laquelle les événements sont déjà là, qu'on les ait vécus ou non. Donc en fait, l'univers de Gödel n'est pas impossible. Il est même largement autorisé par la relativité, mais il ne correspond pas à ce qu'on voit autour de nous. Mais il est important de noter que ces travaux n'ont pas été inutiles. Ils ont ouvert une brèche philosophique immense, celle d'un temps non linéaire, d'un monde où le présent perd toute signification absolue. C'est comme si l'univers nous envoyait un signe. Ce signe nous disant que les équations de la physique décrivent des possibilités, mais que la réalité, elle, choisit parmi ces possibilités. Mais au final, le temps, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une réalité, une illusion, ou encore un piège de notre propre cerveau? Parce qu'à force de jouer avec les équations de l'espace-temps, Gödel a découvert quelque chose d'étrange. Quelque chose de dérangeant. Pas seulement une propriété mathématique, mais une remise en question du temps lui-même. C'est là que ses travaux prennent tout leur sens. Parce qu'au final, Gödel ne voulait pas prédire un univers. Il voulait interroger notre perception du temps. En fait, il savait très bien que son univers, en rotation, ne ressemble pas au nôtre. Mais ce n'était pas son objectif du tout. En réalité, son but, c'était de montrer une possibilité contenue dans les lois d'Einstein, et de poser une question pour le moins déroutante. Si ces lois permettent un univers où l'on peut voyager dans le passé, alors qu'est-ce que cela dit sur la nature réelle du temps? Est-ce qu'au final, ce ne serait pas une invention de notre esprit? Et pour ça, on a eu de la chance que Gödel ne soit pas qu'un génie des mathématiques, parce qu'il était aussi profondément influencé par la philosophie idéaliste, notamment par Leibniz, qui affirmait que le temps n'était pas une substance, mais une relation, et par Parménide, philosophe grec de l'Antiquité, pour qui le changement était une illusion. Et Gödel partageait cette vision. Pour lui, le temps n'était pas un ingrédient fondamental de la réalité, c'était une construction mentale, une façon pour notre conscience de structurer les événements. Il écrivait que l'écoulement du temps n'avait aucune signification objective. En d'autres termes, le passé, le présent et le futur existent simultanément. Ce sera en fait notre esprit qui sélectionne un maintenant et imagine qu'il glisse vers l'avenir. Et ce qui rend la position de Gödel encore plus fascinante, c'est qu'Einstein lui-même n'était pas loin de penser la même chose, comme on l'a rapidement vu tout à l'heure. Dans une lettre écrite après la mort de son ami Michel Bessot, il dit que pour les physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle. C'est une phrase célèbre, souvent citée, mais rarement prise au sérieux. Et pourtant, dans le cadre de la relativité, elle prend un poids immense. Parce que la relativité a déjà supprimé l'idée d'un présent universel. Eh bien oui, comme vous le savez peut-être, le temps est relatif. Ce qui est maintenant, pour toi, peut être le passé ou le futur pour quelqu'un d'autre, selon sa vitesse ou sa position dans l'espace. Et Gödel, en tant que bon logicien, pousse ce constat jusqu'au bout. Imagine un film déjà enregistré, une bobine complète avec chaque scène déjà là, du début à la fin. Mais nous, spectateurs, nous ne voyons qu'une image à la fois. Le présent semble glisser d'une scène à l'autre. Mais le film, lui, existe dans sa totalité, déjà écrit, déjà figé. Peut-être que l'univers est une pellicule en 4D. Et ce que nous appelons le temps est simplement notre façon de le lire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bloc univers. Un espace-temps déjà complet, et où chaque instant coexiste avec les autres. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le temps passe? Eh bien c'est là que les neurosciences et la physique se rencontrent. Certains pensent que l'impression de présent, qui glisse vers le futur, est un effet directement lié à notre mémoire. On se souvient du passé, pas du futur. En fait, notre cerveau enregistre des événements dans un certain ordre, et il reconstruit à lui seul une narration temporelle, une sorte de ligne du temps qui donne du sens à notre expérience. Mais tout ça, ça se passe dans notre cerveau. Parce que dans les équations, rien ne bouge. Le temps ne coule pas. Il est là, posé, structuré, comme une géographie à 4 dimensions. Et si Gödel avait raison, qu'est-ce que ça changerait sur notre vision du temps? Eh bien, si son univers est prouvé et que le temps est une illusion de la science, alors ça veut dire que chaque moment de ta vie existe déjà quelque part dans l'espace-temps. Ton enfance, ton futur lointain, cette vidéo, tout est là, inscrit dans le tissu de l'univers. Et si on pousse la logique encore un peu plus loin, ça veut aussi dire que mourir, ce n'est pas disparaître. C'est simplement quitter une région du temps pour une autre. Gödel, qui était croyant, voyait dans cette vision une forme d'éternité rationnelle, une consolation mathématique à un des phénomènes les plus angoissants et terrifiants de l'univers, la mort. Mais bien sûr,
tout ça reste spéculatif. Le temps réel n'est peut-être pas une illusion totale, ni un fleuve objectif, mais la physique, et en particulier la relativité, nous force à admettre que notre conception du temps est imparfaite. Et c'est exactement ce qu'a fait Gödel avec son univers en spirale. Il ne décrit pas le cosmos réel, mais il pose la bonne question. Ce que nous appelons le temps, est-ce un fait de nature ou un effet de perspective? Donc en fait, le temps pour Gödel, ce n'est pas une dimension dynamique, mais une structure figée. Il n'y a pas de présent absolu. Tout simplement parce que le passé, le présent et le futur sont tous également réels. Et notre conscience, pour des raisons biologiques, ne peut en percevoir qu'un instant à la fois. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, l'univers de Gödel est, comme son nom l'indique, un vertige logique signé Gödel. En fait, quand on pense à lui, on pense souvent à l'homme des mathématiques, un logicien qui a prouvé que toute vérité ne peut être démontrée. Mais en proposant un univers où le temps boucle sur lui-même, il a aussi touché à l'un des plus grands mystères de notre réalité. Ce qui nous laisse, ce n'est pas un simple modèle cosmologique. Ce n'est pas une alternative sérieuse à notre Big Bang. Non, c'est un avertissement, une énigme, une provocation intellectuelle, une manière de nous dire qu'il faut mieux regarder nos équations, parce que peut-être qu'en elles, le temps n'a pas sa place. Peut-être que le changement est une illusion, et que l'univers tout entier est comme un livre écrit d'un seul bloc. Et comme on a pu le voir, l'univers de Gödel met en tension deux visions du monde. La vision intuitive, linéaire, humaine du temps, donc l'univers dans lequel on est, avec la réalité que nous vivons. Et la vision profonde, théorique, mathématique, où le temps n'est pas une dimension fondamentale, mais une projection de notre conscience. C'est complètement déroutant. Mais c'est précisément ce que Gödel cherchait. Interroger ce que nous croyons évident. Mais même si l'univers de Gödel ne décrit pas notre cosmos, il a laissé des traces dans la science, dans la logique, dans la littérature. Et surtout, il a réouvert la plus vieille question philosophique de toutes. Le temps passe-t-il? Ou bien est-ce nous qui passons à travers un univers immobile? Et si Gödel avait raison, alors le futur existe déjà. Le passé ne meurt jamais. Et tout ce qui a été, est et sera, tout est là, quelque part, dans la courbure silencieuse de l'espace-temps, attendant d'être découvert ou oublié. Et si vous voulez poursuivre votre interrogation sur le temps, je vous mets une vidéo qui est liée juste ici. Sinon, si vous voulez changer totalement de sujet, je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans prise de tête comme d'habitude et tomber sur un sujet qui vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. S'il y en a qui sont intéressés pour devenir script, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@zeprodos_yt. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, qui s'abonnent, qui viennent s'abonner à mon podcast. Merci à vous tous. C'était Zeprodos, à bientôt.